Et, euh, et peut-être de façon subjective, parce que le reste vous pouvez trouver sur les différents livres qui ont été écrits sur lui, etc. La première fois que je le rencontre, c'est en janvier 2014. Et ce qui m'a beaucoup marqué, moi je devais le rencontrer parce que je devais travailler pour Edward Snowden. Et comme vous le savez, Snowden a été sauvé de Hong Kong grâce à Assange et Wikileaks. Julian Assange a envoyé celle qui avait été son amoureuse, Sarah Harrison, et l'une de ses principales collaboratrices, à Hong Kong à la dernière minute parce que le Guardian avait abandonné Edward Snowden. Donc ils avaient récupéré toutes les informations et ils s'étaient barrés. Glenn Greenwald, Laura Poitras et le troisième journaliste, je ne me souviens plus de son nom. Et il se trouvait par hasard que Sarah avait vécu à Hong Kong et avait encore de la famille à Hong Kong et donc connaissait très bien des avocats là-bas. Et donc c'est un peu par miracle que Snowden n'est pas tombé entre les griffes des États-Unis, malgré les responsabilités du Guardian, qui est le très grand journal de gauche du Royaume-Uni. Donc ils l'envoient là-bas, ils arrivent à le sortir de là, ils essaient de l'amener en Équateur, vous connaissez l'histoire, son passeport est suspendu alors qu'il survole la Russie. Il se retrouve bloqué en Russie. Et donc, moi, on me présente à Julian parce que, théoriquement, je devais intégrer l'équipe de défense de Snowden, qu'on avait décidé de diviser entre avec celle d'Assange, pour ne pas confondre leurs dossiers qui sont assez différents et qui n'engagent pas du tout les mêmes problématiques. C'est-à-dire que Snowden est vu aux États-Unis comme un traître, alors que Assange est vu aux États-Unis comme un espion. Alors, lequel est pire selon la CIA, je ne suis pas sûr, mais enfin, en tout cas, c'est pas exactement les mêmes lignes de défense. Mais par contre, Julian aidait Snowden à constituer son équipe de défense, et donc des gens essayaient de lui présenter des avocats ou des jeunes juristes qui pourraient l'aider. Et donc j'arrive dans l'ambassade d'Équateur, et alors ce qui m'a beaucoup marqué, c'était au mois de janvier, c'est très sombre, c'est tout d'abord, donc Julian c'est quelqu'un qui est très grand, il fait 1m88 et il est très mastoc, quoi, c'est un vrai Australien. Vrai Australien d'ailleurs, il est assez inculte aussi, comme les Australiens. Je me fous souvent de sa gueule à ce sujet, mais genre il savait pas qui était Godard, des trucs un peu comme ça rigolo, et il a une culture qui est très différente de la nôtre en fait, pour être plus honnête. Et en même temps, la journée que j'ai passée avec lui dans cette ambassade, qui était assez particulière, c'était vraiment un des moments les plus importants de ma vie, parce que j'ai découvert quelqu'un d'une intelligence extraordinaire, vraiment impressionnante. Donc je vois cet énorme monsieur avec ses cheveux blancs qui arrive en glissant en chaussettes sur le parquet de l'ambassade avec l'Équateur, vraiment en faisant des petits mouvements comme ça de glissade, et qui me donne la main, me regarde et ne parle pas. Et il a passé la première heure ou l'heure et demie à dire quelques mots très très doux sans vraiment parler et écouter. Et alors moi, j'avais beaucoup lu sur lui et j'avais souvenir de cette image que les médias avaient donnée de lui, c'est-à-dire de quelqu'un d'arrogant, très sûr de lui, égotiste. Et j'ai découvert plus tard qu'à une plus petite mesure, j'étais la cible de certaines campagnes médiatiques assez marquantes, qu'en fait c'est un trait de caractère qu'on vous attribue dès le moment que vous êtes sur la défensive et que vous êtes obligé d'être en permanence en train d'essayer de rétablir les faits et de protéger votre réputation. C'est-à-dire que vous apparaissez comme étant un but de vous-même, alors qu'en fait la seule chose que vous faites, c'est juste essayer de rééquilibrer les forces et qu'on ne donne pas une impression, enfin qu'on ne vous présente pas comme un monstre ou un diable. Et donc la première chose qui m'avait beaucoup surpris, c'était vraiment son humilité et sa curiosité pour l'autre. Donc un personnage très impressionnant physiquement, et qui allait montrer une intelligence assez féroce et extraordinaire, et une humanité incroyable. C'est-à-dire que ça faisait 3 ans qu'il était enfermé dans cette ambassade, et il essayait de partager quelque chose de vraiment très touchant, c'est-à-dire il essayait de montrer qu'il était intéressant, comme si on avait besoin de savoir que Julian était intéressant. Et donc il avait une petite boîte où il gardait les choses les plus étranges que les gens lui envoyaient, un peu du monde entier. Et donc il avait ouvert la petite boîte et il nous avait sorti des cheveux, une dent, des dessins de schizophrènes très intenses qu'il avait envoyés comme ça. Et à chaque fois un peu en riant gêné, mais en disant, vous vous rendez compte, il y a des gens qui m'envoient des choses comme ça, de façon, en montrant l'absurdité de la chose, mais aussi en essayant vraiment d'établir un dialogue comme ça par l'absurde, et de montrer que ce monde était un peu fou, et en même temps que voilà.
Et donc il y avait cette humanité très très touchante, presque infantile, qui a établi cette connexion et cette féroce rapidité d'esprit. Et quand je parlais de culture tout à l'heure, c'est pour dire qu'en fait, elle se révélait pas du tout par rapport justement à ce que font beaucoup les bourgeois de notre société, c'est-à-dire la capacité à aligner des références, des citations, souvent fausses, comme les macronistes en particulier le font, c'est-à-dire ils tirent de leur petit dico des références à Chateaubriand, à je sais pas quoi. Non, Assange a vraiment ce rapport à l'intelligence pure, quoi, c'est-à-dire la rapidité d'analyse et ce côté en aplomb et sans être écrasant, mais qui vise évidemment à vous jauger, parce que l'enjeu de cette rencontre, c'était de savoir est-ce qu'il pouvait me faire confiance ou pas. Et vous imaginez bien que c'est un enjeu essentiel lorsque vous rentrez dans ces cercles-là, c'est comment est-ce qu'on accepte d'ouvrir son intimité à quelqu'un. Et tout ce que vous faites est évidemment un test vis-à-vis de l'autre pour s'assurer qu'il sera capable non seulement de se montrer à la hauteur, mais aussi derrière de ne pas trahir les secrets. Et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert après coup, c'est qu'évidemment, il y avait toute une série de petits pièges qui avaient eu lieu lors de cette première rencontre, qui avaient un seul objectif, s'assurer que l'information ne sortirait pas dans la foulée ou par la suite, et que donc à partir de là, justement, j'étais quelqu'un de confiance. Et ce qui est très particulier quand on travaille avec une organisation comme Wikileaks, c'est que si vous êtes quelqu'un d'assez sain et sincère, très rapidement, la première chose que vous faites, c'est que vous commencez à vous soupçonner vous-même. C'est-à-dire vous commencez à vous dire, mais pourquoi est-ce qu'ils m'ont fait confiance? Est-ce qu'ils n'ont pas assez travaillé? Enfin, si, après tout, je pourrais être un traître, quoi. Comment ça se fait qu'ils m'ont laissé rentrer dedans et vous avez cette sorte d'autoparanoïa qui commence à naître, qui est assez étrange, parce qu'on gère vraiment des secrets qui peuvent changer la face du monde et qui peuvent rendre fou. Et donc ça, c'est l'autre élément pendant cette aventure qui dure depuis janvier 2014. J'ai vu des gens vraiment devenir fous. J'ai vu des gens se suicider, des avocats, dont le principal avocat anglais de Julian Assange, qui était quelqu'un de très brillant et courageux, mais qui n'a pas supporté en fait les campagnes de délégitimation qu'il a subies. On va peut-être la voir aujourd'hui. L'une des avocates anglaises, Jennifer Robinson, par exemple, l'année dernière, a eu droit à une campagne de dénigrement assez massive qui visait à déstabiliser Wikileaks au moment où justement on essayait de le faire arrêter, où commençaient les tentatives d'arrestation de Julian Assange. Et on a exposé 3 fois successivement son visage en une du principal tabloïd anglais, The Sun, dans une paparazzade où elle embrassait un homme qui était par ailleurs un employé d'une administration. Et donc le titre de la photo, en une, comme de ces tabloïds qui sont vendus à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires, c'était « L'avocate de Wikileaks embrasse un homme marié ». Et donc, en fait, il y avait, vous voyez, il y a des vagues comme ça, en fait, qui cherchent vraiment à vous déstabiliser, à la fois sur le plan personnel, humain et réputationnel, qui font que si vous n'avez pas une éducation minimale à la critique des médias, si vous n'avez pas appris qu'il fallait toujours recontextualiser l'information et comprendre pourquoi est-ce que telle ou telle information sort à ce moment-là et quels intérêts elle peut éventuellement servir, eh bien, il y a beaucoup de personnes qui tout simplement tombent dans le panneau, le prennent au premier degré et se disent « Ah bah tiens, c'est une mauvaise personne ». Et vont se faire un préjugé sur l'individu et éventuellement le combat qu'il défend, qui va être dégradant et qui va évidemment obérer leur capacité à attirer votre sympathie et dans la foulée du coup à pouvoir faire avancer leurs idées. Et donc on a fait face à des campagnes de cet ordre-là tous, qui s'accompagnent évidemment de cambriolage, éventuellement pour certains de pistage, de piratage systématique de tous nos contenus. Il faut savoir que Wikileaks c'est quand même un petit voilier dans un océan pétrolier enfin, c'est-à-dire qu'on a toutes les agences de renseignement contre nous, du monde entier, qui veulent savoir ce qu'on va révéler ou pas, et on n'a personne derrière nous. C'est-à-dire que le moindre espion va avoir derrière lui une agence étatique qui va lui mettre des moyens, un back-office, vous avez tous dû voir le bureau des légendes, qui vont le couvrir, qui vont lui construire une couverture, qui vont s'assurer qu'il sera rapatrié s'il y a des difficultés, et qui vont faire que s'il se fait choper, au pire, il y aura une négociation entre les États pour le libérer, etc. Quand vous êtes avec Wikileaks, vous êtes dans ce milieu-là, parce qu'évidemment, vous êtes à la recherche d'informations qu'ont des agences de renseignement pour les rendre publiques.
sauf que vous avez personne pour